à faire dans les prochaines semaines, par exemple? Dans votre avis personnel. Une autre question? En fait, c'est une question. Si je donnais mon opinion personnelle, je pense que ça. Je pense pas que ça aiderait les choses. Dans le sens que, tu vois, l'UGEC, lors de l'occupation des cégeps en octobre 68, l'UGEC, on a dit. Pourtant, elle avait fait des ateliers de formation qui avaient préparé un peu cette contestation-là. Mais on dit que c'est une grande structure en l'air, ça ne sert à rien, toi. Et donc, on l'a complètement supprimé, l'UGEC, toi. Puis on n'a jamais eu d'organisation étudiante qui rejoignait l'ensemble D'ailleurs, actuellement, il y en avait 3. Vous avez Classe, et vous avez la Feuille, puis la FEC, je pense, ou des choses comme ça. Alors, c'est sûr, dans la mesure où tu n'es pas, là je te parle en termes d'expérience syndicale surtout, dans la mesure où tu n'es pas au pouvoir, quand tu te bats contre quelque chose, à un moment donné, il faut que tu négocies pour avoir un compromis, toi. Ben, si tu n'es pas au pouvoir, tu ne l'auras pas, à moins de faire la révolution. Mais ça... Alors, moi, j'ai défini le syndicalisme de combat dans les années 70 parce qu'il y avait beaucoup de luttes très dures en termes syndicaux, dans le secteur privé et le secteur public. Et moi, j'ai essayé de théoriser ça en me servant de Gramsci, en tout cas, pour dire comment on doit mener des luttes pour les gagner, en insistant sur 2 choses. Un, que les luttes soient le plus démocratiques possible, qu'on parte des gens. Quand il y a des gens qui font la lutte pour les autres, ça ne va pas très, très loin. Et deuxièmement, qu'on mène les luttes le plus loin possible, toi. Alors, mais ceci dit, ça, c'était Michel Chartrand qui était notre représentant de ça. Une chance qu'on avait Marcel Pepin qui était le négociateur. Parce que lui, après ça, il arrivait à négocier un compromis satisfaisant qui faisait qu'on gagnait des choses. Alors, je ne réponds pas à ta question, là, mais c'est ça, actuellement. Ça veut dire jusqu'où on doit mener les luttes. Et quand on mène des luttes, par exemple, parce que c'est un débat qui date depuis... si on fait des manifestations qui heurtent la population, est-ce que la population va dire que c'est la faute des étudiants ou c'est la faute du gouvernement? Toi? Alors, c'est toujours un arbre à double tranchant. Il faut faire attention à ça parce que l'objectif, on ne peut pas gagner si on n'a pas l'appui de la population, d'une majorité de la population. Jusqu'ici, en tout cas, le mouvement était assez fort dans toutes ces tendances parce que c'est très... je suis allé l'autre fois à une réunion des professeurs contre la hausse. Là. Il y avait beaucoup d'opinions différentes dans ça. Tu sais. Je n'ai pas dit un mot, j'ai écouté. Alors, c'est un peu ça. Il n'y a pas de solution simple. Si je l'avais, je vous le dirais, toi. Mais c'est ça. Ça veut dire créer un rapport de force. Rapport de force, il faut que tu tiennes compte de la population. Fasses attention des moves que tu fais. Et deuxièmement, à un moment donné, il faut que, dans la mesure où tu n'es pas le pouvoir, il faut que tu arrives à une solution, tu sais, pour en sortir. En espérant que ce soit un gain, toi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? En partie. Alors, l'autre partie, c'est toi qui dois répondre, toi. Tantôt, le cinéaste me dit qu'il y avait plein de questions. Les gens discutaient beaucoup qu'il y avait bien de questions qui n'étaient pas sorties. Mais là, il n'y a pas de questions. De quoi vous discutiez, donc? J'en ai une autre. Oui, vas-y. En fait, vous avez connu... Non, je te l'ai dit, je ne te réponds pas, là. Étant un séparatiste convaincu, vous avez connu plusieurs phases où est-ce qu'on a passé proche d'être un Québec souverain. Je voudrais vous entendre un petit peu d'opinion sur la situation actuelle, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que vous pensez qui serait bien, puis quelle direction on prend. Il y a eu 2 grandes dates, il y a eu 2 grandes dates un, le Parti québécois, quand il s'est constitué, puis il a recoupé le Regroupement national, qui est un mouvement plus de droite,
qui n'a pas eu d'ailleurs d'influence forte sur le Parti québécois, et le RIN qui s'est détruit pour aller rejoindre le PQ. Et là, il y a eu le référendum de 1980, comme vous savez, qui a été perdu à 80 des voix. Et la question, c'était, on votait pour la souveraineté association. Avec une question qui était, je vais dire, un paragraphe, longue comme ça, toi. C'était des professeurs, je ne vous donnerai pas, deux professeurs de sciences politiques de l'Université de Montréal. Moi, je suis à l'UQAM, alors je peux parler contre eux, je vais les nommer pas. Qui avaient pris des mots, toi, des expressions, dans la population, l'expression, telle chose, 80 contre, toi. Pour la pureté, 90 contre. Puis là, il avait fait un paragraphe, tu sais, qui mettait toutes ces choses-là ensemble avec des taux de plus de 50 en faveur de la population. Évidemment, s'il avait étudié un peu de linguistique ou n'importe quoi, il a compris que c'est la totalité, hein? C'est pas la phrase. Alors, ils ont perdu à 80 ils ont perdu 40 ils ont eu 40 pour la souveraineté et 60 et c'était pas pour l'indépendance, hein? C'était pour la souveraineté association. C'est comme tu dis à ta blonde, à ta femme, on se sépare, mais on reste ensemble, on va être amis. En 95, là, il y a eu vraiment, c'était le plus fort, parce qu'il y a eu une union vraiment de la droite à la gauche. Hein? Il y avait Parizeau, Bouchard, comme vous savez, il n'y a pas d'extrême gauche, hein? Et notre ami, notre préféré, Dumont. Comment tu vois? Hein? Ils étaient tous unis. Et là, Parizeau, qui était quelqu'un qui il disait, ben, tu sais, moi, on va demander aux gens s'ils sont en faveur pour la souveraineté, toi. Mais là, Dumont puis Bouchard, ils ont dit, si tu fais ça, tu ne peux pas passer. Tu vas demander, pas souveraineté association, souveraineté partenariat. Il a accepté ça. Et là, ça a été perdu de justesse, puis évidemment, ouais. Et là, évidemment, je veux dire, le pouvoir a utilisé tous les moyens qu'il y avait, la finance, ainsi de suite, pour gagner à la dernière seconde. Le problème étant le suivant. Alors là, Parizeau, en sortant de ça, il avait bu un peu de scotch, il aime bien le scotch, je les compte, mais quand tu parles de télévision, tu ne vas pas en parler trop, toi. Regardez, là, ma bière, je suis rendu là. Hein? Je fais attention à ce que je veux dire, toi, parce que, bon, enfin, lui, il n'a pas fait attention, puis alors là, il a dit, on a perdu à cause de l'argent, c'est vrai. Hein? Même parmi la bourgeoisie québécoise francophone, d'origine canadienne, française et catholique, ils ne sont pas pour l'indépendance, sauf exception. Parce qu'ils disaient, pourquoi se rester au Québec quand on fait de l'argent au Canada, puis on peut faire aux États-Unis, au Mexique, n'importe où? Hein? Pourquoi? Mais ça, je veux dire, ça n'a pas été retenu, ça. Il avait dit ça. Il a dit c'est à cause du vote ethnique. Alors ça, je veux dire, hein, ça n'a pas aidé, tu sais, parce qu'il y avait, des Latinos, des Haïtiens qui avaient voté oui, puis ils disaient, ben là, tu sais, lui, qui est le chef de l'État, il dit, ben, tu sais, c'est à cause de nous autres, toi. C'était pas brillant, tu sais. C'était pas brillant, d'autant plus que c'était faux. Hein? À Québec, la Ville de Québec avait voté non. Mais ça remonte loin. Au 19e siècle, Québec votait toujours à droite par rapport à Montréal. Ça va changer. Alors, pour les gens qui vivent à Québec, je m'excuse, mais c'est une triste réalité sociologique. Je ne sais pas si c'est génétique, là, mais enfin. J'aimerais que le cinéaste ait la gentillesse de couper des pots. Je ne pense pas que je passe à des... non. Qu'est-ce que je voulais dire? Non. Alors, c'est sûr que la minorité anglophone et ceux qui se sont intégrés à la minorité anglophone, les Grecs, entre autres, les Italiens, ont voté non à 98 toi. Mais les migrations récentes, les Latinos, les Haïtiens, même les Amérindiens, par exemple, dans certaines communautés amérindiennes,
où on avait offert des ententes, ils ont voté oui à majorité. Tu vois, habituellement, ils ne vont pas voter. Pas nombreux qui ont été votés, mais ils ont voté oui à majorité. Alors, il y a 30 à 40 de cette population-là qui ont voté oui, toi. Alors, pourquoi les remettre toutes dans le nom, comprends-tu, puis les mettre... Alors, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que si vous voyez des pays qui sont devenus indépendants dernièrement, les 15-20 dernières années, le vote pour l'indépendance était 70, 80, 90 toi. Là, on dit on essaie d'avoir 50 c'est pas fort, ça. Pas fort. Toi. Alors, le problème est là, toi. Le problème est là. Alors, actuellement, le PQ est toujours pogné avec ce problème-là. Ça veut dire, ils disent, on va devenir un gouvernement responsable, on va faire le nécessaire pour l'indépendance, toi. Mais évidemment, le gouvernement canadien, quel que soit au pouvoir, il va faire de compromis en disant, si on lui donne une pomme, il va vouloir tout notre verger. Il ne donne rien, toi. Et des militants qui sont là sont pour l'indépendance, ils veulent l'avoir le plus tôt possible, toi. Alors ça, je veux dire, tu vois toutes les bisbilles et les chicanes depuis l'origine, toi. Depuis les années, depuis le premier siècle 80, toi. Alors, c'est ça. Comment en sortir? À toi de résoudre le problème. D'après ce que vous avez vu à date, est-ce que les luttes sociales de ce genre-là et des mouvements de ce genre-là laissent une trace de mobilisation? Est-ce que les gens deviennent plus conscientisés par rapport à la politique? Ou est-ce que ça se perd et les gens ont une mémoire politique courte? Bien, je pense que les gens, c'est sûr que vous ne l'oublierez pas. Les gens qui ont participé, ils n'oublieront pas ça, toi. Certains vont dire, ah, ben, de toute façon, ça ne donne rien, puis donc ils vont retourner dans l'espèce d'anonymat du consommateur. Mais je pense que les autres vont dire, on n'oublie pas ça, ces moments-là. On n'oublie pas ça, ces moments-là, parce qu'on a vu que même si on n'a pas transformé le monde, on a une prise sur le monde, toi, comme citoyen. Je pense qu'on ne l'oublie pas. Les gens moi, des grands mouvements à lesquels j'ai participé, toi, même quand on s'est fait planter à la limite, c'est des moments que je n'oublierai jamais, toi. Parce que c'est des moments où on a l'impression réelle d'avoir prise sur l'histoire, sur la société, de pouvoir œuvrer à changer quelque chose, même si on n'y arrive pas complètement ou pas du tout. Le plus difficile, c'est après, si c'est une défaite, si vous ne gagnez pas assez de choses, c'est l'espèce de découragement que ça peut entraîner. Quoi. Mais les plus militants, je pense qu'ils n'oublieront pas ça. Ça va être marqué. Ça va les marquer dans leur vie. Oui. J'en ai une autre, tant qu'à faire. Pas sûr qu'il y en a une autre. Comme on voit, on parle beaucoup du Parti québécois, puis non seulement dans cette lutte-là, mais au sens plus large, est-ce qu'encore les partis politiques sont vraiment un facteur de changement comme l'ont pu l'être avant? Je parle beaucoup du Parti québécois, qui n'est pas trop sûr, gèle des gels, puis que je sens que beaucoup visé électoraliste de ce temps-là, puis selon moi, là, peut-être que vous avez un autre avis, mais un parti très bourgeois de l'establishmentship francophone, puis même les partis plus à gauche, on pense à l'Option nationale ou à Québec, sont vraiment vecteurs de changement dans la politique. C'est que tu ne peux pas... pour avoir vraiment un changement social, il faut que le mouvement social soit lié à un parti politique ou à des partis politiques qui veulent le changement. Toi. En Amérique latine, il y a eu des luttes intéressantes au Brésil avec des reculs, en Bolivie, et ainsi de suite, parce qu'il y a eu un mouvement social très, très fort et un parti politique. Si tu es seulement un mouvement social, tu n'as pas pris sur l'État, sur le gouvernement. Il faut avoir les deux, toi. Alors, bon, moi, je ne suis pas dans Québec solidaire, mais je suis un partisan de Québec solidaire. Je trouve qu'Amir Cardier, c'est le seul à dire des choses intéressantes, et claires, et convaincantes. Le Parti québécois, il est... Alors, bon, qu'a dit... je vais enlever cette chose, cette augmentation des frais de scolarité, puis on va se réunir ensemble pour en discuter après. C'est déjà quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'elle a dit aussi de positif? D'autres choses? Hein? Mais
quand je vois le porte-parole du ministère de l'Agriculture dire ah, vraiment, qu'est-ce qui se passe au Québec? Les Québécois, les Canadiens français d'origine catholique sont obligés de manger de la viande halal, qui n'est pas étiquetée, au détriment de la santé, puis on fait du mal aux animaux. Je trouve que c'est un trou de... Comment ça se fait qu'ils ne sont jamais prononcés pour, par exemple, étiqueter tous les aliments OGM? Moi, ça ne me dérange pas, toi, mais s'il y a quelque chose qui peut être dangereux, c'est bien ça. Mais là, c'est pas ça, c'est la viande halal. Hein? Les animaux, tu sais, je veux dire, moi, je fais du vélo, malgré mon âge avancé, au Vermont. Et quand je vais au Vermont, je pourrais vous raconter, il y a une ferme là, où il y a des vaches, puis même en plein mois de juillet et août, toi, les vaches sont toujours attachées, toi. Hein? Eh bien ça, je veux dire, la façon dont on traite les animaux actuellement, c'est bien plus important que, tu coupes la jugulaire, puis tu le fais saigner avant de le crever, toi. Mais ça, il n'en parle pas non plus, toi. Mais là, la viande halal, c'est très, très dangereux, toi. Que ça vienne de Martine Le Pen, c'est pas grave, tu sais. Elle aussi est pour la défense de la nation. Mais trop de cul, hein? Trop de cul. Parce que ce qu'on fait, on utilise ça pour faire peur aux gens, comprenez-vous? Pour faire peur aux gens. Et tout, moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas catholique, je ne suis pas juif, je ne suis pas bouddhiste. Hein? Je suis athée, toi. Mais c'est de créer une espèce de mouvement anti-musulman, toi, d'être un partisan d'Hérouville. Moi, je trouve que c'est effrayant. Effrayant. Et si elle a fait ça, c'est qu'elle a appuyé du Parti québécois. Pourquoi elle a fait ça? Pour des raisons électorales. C'est-à-dire des gens d'Hérouville, des gens de la Ville de Québec, vont voter pour le PQ. Hein? Alors, cette espèce d'utilisation de la crainte des Canadiens français catholiques par rapport à tout ce qui est étranger, moi, je ne peux pas supporter ça. Parce que la réalité, hein, c'est la chose suivante qui est une réalité tout à fait nouvelle, c'est que les villes sont de plus en plus, ils vont être de plus en plus multiculturelles. C'est vrai de Montréal, c'est vrai encore plus de Toronto, c'est vrai de Vancouver, c'est vrai de Paris. Pour différentes raisons, on n'est plus capable, la plupart des sociétés industrielles, on n'est plus capable de se reproduire. Les femmes ne veulent plus faire de bébés. Voilà. Hein? Bon, alors, ça veut dire que comme en termes ethnologiques, en termes ethnologiques, on est en voie de disparition, comprenez-vous? Parce qu'on n'est plus capable de faire assez de bébés pour remplacer les vieux comme moi qui vont mourir bientôt. Ben, tu es bien rire, toi, à ton âge, toi. Puis, il y a de la pression maintenant, tout le monde, avec les médias maintenant, ils savent comment on vit ici, toi. Alors, la pression de ces gens-là pour vivre, pouvoir, au lieu de crever de faim, pouvoir consommer comme nous, pour avoir les libertés comme nous, c'est très, très fort, ces gens-là. Comment vous allez faire, tu sais? Créer un mur comme en Israël pour se protéger des Arabes musulmans? Ils allaient avoir, comme ils font aux États-Unis face au Mexique, toi. Mais ça, c'est pas possible, comprenez-vous? Alors, cette réalité-là nouvelle que les villes sont de plus en plus multiculturelles, comment on va vivre, comment on va agir par rapport à ça? C'est pas en disant, tu sais, nous autres, on est Canadiens, Français, catholiques, on est occidentaux, on a des bonnes valeurs, tous les autres, c'est des gens qui ont de mauvaises valeurs, qui doivent devenir comme nous, blancs aux yeux bleus, et ayant la croix, toi, devant l'Assemblée nationale, toi, non? Voilà. D'autres questions? Peut-être ces temps-ci, on a l'impression que les médias ont un message clairement contre notre mouvement, puis qu'on a l'impression justement qu'ils essaient de nous nuire d'une certaine façon et qu'il y a une espèce de message unique. J'ai pas l'impression qu'on est les premiers à vivre ça. J'imagine que dans les années 60, les
médias n'étaient pas nécessairement chauds non plus à l'idée de voir des révolutions, des mouvements contestataires émerger. Je ne sais pas si vous pourriez me dire comment vous avez composé avec cette hostilité-là du message qui était véhiculé dans les médias, qui est tout de même important parce que il y a une portée justement chez les gens qui ne sortent pas dans les rues avec eux. Bien, une des premières formations, quand tu commences à militer, tu participes à une grève ou n'importe quoi, puis tu lis après ça les journaux, toi, ce qui en dit. Là, tu t'aperçois qu'il y a une différence entre ce que tu as vécu et ce qui rapporte, toi. Alors, c'est déjà une première conscience. Qui contrôle Québécois? Qui contrôle la presse? Qui contrôle Radio-Canada? Bon, alors, tu peux dire que ces gens-là définissent leur intérêt à l'intérieur de ça. C'est sûr que les principaux, je vais faire des nuances après, les principaux porte-parole de ça, regardez Dubuc, par exemple, la presse, toi. Hein? Un ancien trotskiste, toi. Lui aussi a changé d'idée, toi. Lui, c'est un baby boomer qui a changé d'idée, toi. Alors, c'est certain que l'ensemble des gens regardent ce qui se passe dans la société de l'œil du pouvoir, comprenez-vous? Pratt, à la presse, il a écrit un livre sur les mensonges. Toi. Il disait que si les politiciens étaient des Pinocchio, leur nez s'allongerait, toi. Mais lui, son nez, je veux dire, c'est encore bien plus grand qu'un Pinocchio, quoi. Ça ne dit pas. Alors, ça, c'est normal. Mais ce qui me frappe actuellement, malgré ce que tu en dis, c'est que, parce que les journalistes ne sont pas, et certains chroniqueurs transportent beaucoup les positions du mouvement étudiant. Parce qu'habituellement, ce qui passe, là, c'est seulement ce qui est en haut. Tu sais, je veux dire, des fois, tu trouves un journaliste qui parle de quelque chose qui a été vécu, mais c'est toujours là-haut. Ah. Cependant, je veux dire, on est mieux que, par exemple, en Italie. En Italie, 90 de la télévision, c'est contrôlé par l'ancien... alors, imaginez-vous, là, c'est pire. C'est comme si on avait... Mais je pense qu'il peut-être qu'il aspire à ça. Si on avait comme premier ministre, Desmarais ou encore pire, Pelado. Hein? Mais c'est ça, vous c'est ça. Alors ici, il y a quand même une espèce de distinction entre les médias et le pouvoir gouvernemental, ce qui est déjà quelque chose de positif. Mais ceci dit, ils ne sont pas contrôlés par nous autres, toi. Et le seul journal qu'on a eu, c'était Québec Libre, je pense que ça s'appelait, dans les années 70, qui était financé par les syndicats, mais à un moment donné, la chicane a pris dans différentes tendances, puis les syndicats qui payaient, les centrales syndicales qui payaient, ils aiment bien contrôler l'information qui circule ici. Voilà. Oui? Oui, monsieur Pion. J'aimerais que vous nous parliez un peu du MLP, du Mouvement de libération populaire. C'était quoi, sa durée, combien de temps, c'était quoi les positions de ce parti-là, puis c'est quoi votre participation dans cette organisation-là. Puis je pense que ça serait peut-être intéressant que vous parliez à tout le monde de votre prochain livre que vous allez publier cet été. Ah! J'espère que vous allez tous le lire. C'est que quand on forme la revue Parti pris, moi je pense, et je pense toujours, que le plus important pour transformer la société, c'est pas l'écriture, c'est pas la théorie, c'est l'action. La théorie, comprendre ce qui se passe, c'est important, mais si tu n'agis pas, ça ne change pas grand-chose. Alors, au tout début de la fondation de Parti pris, j'ai eu la possibilité d'aller travailler à Matapédia, toi, comme animateur social. Puis à ce moment-là, la personne qui m'a recruté me dit, bien, on va travailler avec les cultivateurs, puis les paysans, puis s'ils ne sont pas contents, on va les éduquer, les former, mais s'ils ne sont pas contents, si le gouvernement ne fait pas comme nous autres, on va se battre contre le gouvernement. J'avais 23 ans, j'étais un peu naïf, non? Alors, j'ai été travailler là, j'ai appris beaucoup, effectivement, parce que
Je venais de Montréal. J'avais de la différence à distinguer une vache d'un bœuf, tu imagines? Tu vas travailler avec des agriculteurs, il faut que tu pédales pas mal, tu sais, alors, je posais des questions pour apprendre, ainsi de suite. Puis, j'ai beaucoup appris. C'est là que j'ai appris à faire de l'organisation politique ou sociale. Et puis, ben, à un moment donné, là, au point de départ, on devait partir de la population, créer des programmes qu'on défendait au gouvernement. Au bout de 8 mois, je devais défendre devant la population ce que les aménagistes, c'est-à-dire les technocrates, avaient négocié avec les fonctionnaires, puis les sous-ministres, puis les ministres du gouvernement. Alors là, on ne devait plus défendre les positions de la population auprès du gouvernement. Il fallait défendre. Alors, moi, on m'a demandé de partir. Je suis parti. Alors, quand on revenait à Montréal, on m'a dit, bien, toi, tu t'intéresses à l'action politique, est-ce que tu pourrais créer un pendant politique? Alors, j'ai créé le Club Parti pris, et dans lequel on faisait de la formation, on invitait des professeurs, des intellectuels pour discuter. André Ferretti, c'est comme là je l'ai connu, d'autres militants. Et au bout d'un an, parce qu'on avait... on avait organisé une manifestation contre, je ne sais pas quoi, là, probablement contre la reine, ou je ne sais pas ça, la fête, je ne sais pas ça. Et on était à peu près, je ne sais pas, disons 70 militants. C'était une belle journée de soleil dans le parc La Fontaine. On va dans le parc La Fontaine, on dit à tout le monde, on manifeste. Alors là, vraiment, une foule derrière nous autres. Ça. Puis on descend, puis on avait des walkie-talkies qu'on avait achetés dans des magasins de, tu sais, des choses de guerre, là, tu sais. Oui. Puis on avait même on était organisés, des gens en moto, tu vois, parce qu'on savait que la police était pour nous attendre quelque part, c'est pour nous avertir où la police nous attendait. Sauf que les maudits walkie-talkies, c'était bon pour dans la maison, mais au bout de 200 mètres, on n'accordait rien, tu vois. Puis là, il y avait vraiment, les gens étaient contents, ils nous suivaient, tu vois. Puis, rendu au coin d'Ontario, tu sais, puis là, la police est là, puis, alors, le mot d'ordre, c'était « asseyez-vous ». Mais essayez de faire asseoir 10 000 personnes, vous, dans la rue, vous allez voir. Avant que ce soit assis, la police est rentrée dedans, puis ça... Enfin, comme la police rentre, les gens sont allés sur la rue Sainte-Catherine qui ont pété des vitrines. Alors là, ça a convaincu les autres organisations politiques que vraiment, c'est nous autres qui avaient l'affaire, tu vois. Alors là, les groupes se sont fusionnés. Il y avait le groupe de Révolution québécoise avec Vallière, Charles Gagnon, un groupe de trotskistes avec Michel Mille, un groupe de Hussereau qui faisait fallait le faire à 5 heures du matin, qui passait des circulaires aux portes d'usine, sont réunis au club de parti pris pour former le MLP. Tu vois. Le MLP a duré à peu près 2 ans. Vers la fin de ça, Vallière puis Gagnon, ils disaient il faut passer à la lutte, toi. Eux, ils étaient pour le FLQ, faire des actions violentes. Moi, je disais, bien, tu sais, faire des actions, qu'est-ce que, tu sais, on n'est pas Cuba, tu sais. Où est-ce que vous allez vous cacher parmi les paysans, tu sais? Il n'y en a pas pour faire la révolution. J'ai dit, tu sais, la lutte armée, c'est la voie la plus directe, non pas vers le pouvoir, mais vers la prison, toi. Alors, bon, ils sont allés à prison, puis le reste du groupe, on a passé, certains sont allés à l'ARN, d'autres, on a passé au PSQ, qui était dirigé à l'époque par Michel Chartrand. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était une défaite, toi. Et parce que j'avais beaucoup mis pas d'argent, beaucoup de temps et d'espoir dans cette transformation-là. Pour au bout de 3 ans, on n'était pas plus nombreux qu'au début, toi. Malgré les manifestations, les tracts, la formation, ainsi de suite. Et là, j'ai décidé d'aller étudier en France le marxisme, en travaillant sur Gramsci, parce qu'en disant, si je vais comprendre le marxisme, je vais pouvoir faire la révolution en revenant. Je n'ai pas fait la révolution. Voilà. Ça résume un peu mon histoire du MLP. Ah, le livre! Il y a un courant actuellement, disons, indépendantiste. Parti pris, quand il se développe, il développe une pensée indépendantiste, mais décolonisatrice, de gauche, en réaction vers le vieux nationalisme qui était
repli sur moi, défense de la langue et de la religion, mais vraiment, il faut sauvegarder ce qu'on est, toi. Nous autres, c'était pas ça. Il fallait transformer le Québec, toi. La nation avait un sens dans la mesure où c'est une nation qui voulait transformer, avoir un contrôle sur l'économie, la société, la culture, toi. Alors, il y a tout un courant maintenant, je peux vous le nommer, des gens, des fois, qui se présentent pour la gauche, à mon avis, qui ne le sont plus, dont mon ami Beauchemin, dont Thériault, en sociologie, dont Bock-Côté, bien ça, vous savez qu'il n'est pas à droite, hein, mais qui pensent à peu près la même chose, toi, et ce que j'appelle les nationalistes conservateurs. Alors, avec un de mes anciens étudiants qui s'appelle Jean-Pierre Couture, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, en sciences politiques, j'ai donné un séminaire en sciences po à l'automne pour analyser de façon critique cette pensée-là, mais j'ai lu les textes, je les ai analysés avec lui. Alors, j'en fais une critique, ce que j'appelle les nouvelles figures du nationalisme conservateur au Québec. Alors, j'analyse la pensée de Thériault, Beauchemin, Bédard, l'historien, qui aime bien Sarkozy, ça vous donne un exemple. Qui a parlé de ça? Mon collègue, mon ex-collègue qui ne m'aime pas tellement, il m'en veut. On va voir, là. Comment il s'appelle, donc? Chevrier. Ah oui, c'est ça, Chevrier. Un étudiant qui a étudié avec moi jadis, qui s'appelle Labelle, Gilles Labelle, et d'autres comme ça, 6-7, mais c'est une analyse critique de ce que j'appelle le nationalisme conservateur, qui a une influence très grande actuellement sur le Parti québécois, qui cherche, qui pense qu'ils peuvent aller chercher les gens qui votaient pour Dumont, hein, des disciples de Martineau, hein, en mettant l'accent sur vraiment nos sources canadiennes, françaises et catholiques qu'il faudrait aimer. Ben, moi, je suis un goût, là, je ne l'aime pas pantoute, toi. Duplessis, je ne l'aime pas pantoute. J'ai aimé des gens, j'ai aimé des gens du refus global, j'ai aimé des gens qui ont mené des luttes syndicales, j'ai aimé des patriotes, j'ai aimé plein de monde dans l'histoire du Québec, là, mais pas ceux qui aiment. Bon, voilà. Alors, j'en fais une analyse critique. Mais donc, là, je vous parle avec un peu d'émotion, mais vous allez voir, ma prose est vraiment très détachée, froide, systématique, universitaire. Je ne dis pas des mauvais mots, mais j'ai réduit en chapitre. Les nouvelles figures du nationalisme conservateur au Québec. Okay. Ça doit paraître fin août chez Québec Amérique. Merci. Bienvenue. Oui. Alors, une dernière question. Alors oui, de ce que j'ai cru comprendre, vous avez une grande connaissance de divers mouvements sociaux. Et dans le fond, ce que je vous demandais, c'est selon ce que vous savez des différents mouvements étudiants qui ont été mis ailleurs sur la planète, comment est-ce que vous compariez avec ce qui se passe au Québec? Bien là, j'ai une vaste connaissance, mais la planète, c'est grand maudit, tu vois. Non, ce que je peux comparer, c'est le mouvement étudiant ici par rapport aux autres qui ont existé, disons, depuis que je le connais, depuis, disons, fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui. C'est un des mouvements, qui a été très fort, c'est la contestation la contestation, l'occupation des cégeps en 68, qui a eu beaucoup d'influence aussi sur les gens qui ont tous été marqués. Certains, bien évidemment, qui sont devenus plus tranquilles. D'autres, Louise Van Black, par exemple, c'était une de ces personnes-là. D'autres, bien, se sont rangés. Vous savez, c'est plus facile d'être contestataire à 20 ans qu'à 70 ans. Hein? Alors, je dis ça pour me féliciter. Là. Mais ta question, c'est... Ah oui! Mais le mouvement étudiant actuellement, celui qui a pris forme cette année, chez vous autres, c'est la plus forte depuis ce moment-là, et de loin, de loin. En termes de participation, en termes de créativité et en termes de discours aussi. C'est le plus fort, de loin, de loin. Alors, je vous remercie et je vous dis, ne lâchez pas.
J'ai deux casquettes ici, là.